OK. Donc, je propose que nous reprenions. Je l'ai mentionné un peu rapidement tantôt, mais ce panel, cet après-midi, comptait originalement 3 panélistes. Il y en a un qui n'a pas pu se présenter, donc ça nous laisse un peu plus de temps. J'ai dit d'emblée aux panélistes qu'ils disposaient de 25 minutes plutôt que l'habituel 20 minutes et on pourra donner un peu plus de temps aux interventions, aux questions par la suite. Je propose que nous écoutions les 2 panélistes l'un à la suite de l'autre et que nous puissions par la suite les inviter ici à s'asseoir et on pourra alors poser les questions, les interventions, etc. Donc, sans plus tarder, je vous présente la première de nos 2 panélistes de cet après-midi. C'est Edwige Lelièvre, qui est maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ses travaux de recherche interrogent l'utilisation des jeux vidéo en ligne pour la valorisation patrimoniale. Sa thèse doctorale portait sur l'expérience esthétique et la création dans les jeux en ligne et les jeux à réalité alternée. Son enseignement porte sur l'art numérique et les sciences de l'information et de la communication. Elle nous livre aujourd'hui une communication intitulée « Jeux à réalité alternée au cœur d'une ville intelligente, inclusion des acteurs et des citoyens dans les jeux, Les mystères de la basilique ». Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Edwige. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais parler aujourd'hui d'un projet dont j'avais parlé au dernier run. Donc, pour ceux qui étaient déjà là, il y aura une partie que vous connaissez déjà, c'est la présentation du projet. Mais je vais prendre une approche du coup plutôt axée sur la question de la ville et des acteurs de la ville. Donc, il y a des questions qui me semblent importantes. En premier lieu, c'est comment le numérique et le jeu peuvent changer la façon dont on interagit avec la ville. Évidemment, c'est des questions qui ont été posées tout à l'heure parce que je ne suis pas du tout la seule à me la poser. Et, par contre, une question qui est peut-être un peu plus originale à ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est quel a été le rôle des acteurs du coup, de la ville dans ce projet. Le projet en question, c'est les mystères de la basilique. Alors, le projet était aussi appelé Ghost Invaders. En fait, les mystères de la basilique, c'était le nom pour les partenaires du projet. Ghost Invaders, c'était le nom qu'on a donné aux joueurs. Puisqu'on leur a pas forcément... Alors, excusez-moi. Un petit problème là. On leur a pas forcément dit dès le départ qu'est-ce que c'était, si c'était un jeu à réalité alternée. Donc, un jeu à réalité alternée, vous avez dit tout à l'heure, jeu en réalité alternée, il y a un petit peu les deux façons de parler qui existent. À la base, c'est Alternate Reality Game, donc c'est un terme anglais. Et je trouve que la traduction française, même jeu à réalité alternée ou en réalité alternée, c'est faux dans les 2 cas. Pour moi, la façon dont je le comprends, ce serait plutôt jeu en réalité alternative, avec l'idée que ce qu'on cherche à faire dans les jeux à réalité alternée, c'est de créer un nouveau regard, en fait, de faire en sorte de proposer, on va dire aux joueurs, une réalité alternative. Voilà, donc le terme en lui-même n'est pas idéal en français, mais bon, voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Le scénario du jeu Les Mystères de la Basilique, c'est une histoire de fantôme avec une prophétie menaçante. C'est une aventure plurisupport. Alors la plupart des jeux à réalité alternée, c'est à la fois dans l'espace physique, donc la ville de Saint-Denis, et sur support numérique. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail de quoi on parlait là. Et ça a eu lieu en avril 2012, donc sur tout le mois d'avril. Ça avait commencé en fait le dernier jour de mars 2012, et puis ça s'était terminé le 28 avril 2012. Voilà, donc sur un mois. Alors, ce qui est assez clair, c'est qu'on n'a pas dit, donc, ce que je vous expliquais aux joueurs, que ce projet, c'était à but culturel ou éducatif, etc. On voulait qu'ils participent pour le plaisir de jouer, pour le plaisir de découvrir la fiction et pour le plaisir esthétique lié aux installations qui étaient présentées. L'idée, c'était que la découverte du patrimoine, il n'y avait pas un but pédagogique au sens apprendre l'histoire de France, par exemple, mais bien de découvrir le patrimoine de la ville de Saint-Denis, ce soit comme plutôt un effet secondaire plus ou moins inévitable. Donc voilà l'objectif initial. Alors l'objectif initial, on l'avait ciblé pour les 15-25 ans. On s'était dit, le jeu vidéo, ça marche bien avec les jeunes, donc on va faire un ARG pour les 15-25 ans. On s'est franchement planté sur la cible. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, s'il y en a qui veulent en reparler. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas Saint-Denis, et le jeu se passe à Saint-Denis, comme on est dans un contexte international. Alors, déjà, la France, voilà, c'est à peu près là-bas. Et Saint-Denis, c'est juste au nord de Paris. Vous voyez, c'est limitrophe. Hein.
juste là, donc dans la banlieue nord. C'est un endroit qui a franchement une très mauvaise réputation en France, qui n'est pas totalement usurpé. Mais c'est aussi un endroit qui a un des patrimoines culturels les plus riches de France. Une occupation depuis la préhistoire avec des lieux gallo-romains, une énorme occupation au Moyen-Âge. C'est à Saint-Denis qu'a été inventée l'architecture gothique notamment. À la Renaissance, révolution industrielle, révolution tout court. Globalement, au niveau historique, c'est presque aussi riche que Paris, donc c'est très très riche alors que c'est plus petit. Mais il y a des voitures qui brûlent. C'est la plaque tournante du trafic de crack en Ile-de-France. Vous avez entendu pour les attentats, ils s'étaient réfugiés là-bas. Voilà, c'est Saint-Denis. Mais c'est aussi très beau en fait. Donc le jeu, il s'est passé où? Il s'est passé donc dans les rues du centre-ville. Donc là, vous voyez sur la droite, on est en fait là où a été prise la photo, on est en haut de la basilique cathédrale de Saint-Denis. Et ce qu'on voit sur la droite, c'est la mairie de Saint-Denis. Et donc la place où il y a le grand marché de Saint-Denis, qui est un marché super sympa, qui à la base date du Moyen-Âge, mais qui a un petit peu évolué évidemment. Là, vous voyez la basilique cathédrale de Saint-Denis. Alors, elle est beaucoup plus belle de l'intérieur que de l'extérieur, parce que comme vous pouvez peut-être le voir, il manque une flèche. En fait, elle a pris la foudre 2 fois. Ça, c'est le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. C'est un musée qui ressemble un peu à ce qu'on dirait des musées de province en France, où vous avez des choses très hétéroclites, des éléments archéologiques hyper prestigieux, hyper rares, comme des jeux de plateau qui datent du Moyen-Âge, un bonnet en bisu, des Picasso. Mais c'est hyper hétéroclite, donc c'est un peu étrange. Et dans un lieu qui a un ancien couvent, c'est assez beau. Vous avez ce gros champignon bizarre qui est en fait un chantier de fouilles archéologiques, qui est en plein centre-ville. Donc vous avez d'une part un chantier de fouilles que le public peut voir, les archéologues en train de fouiller, où il y avait une espèce de lavoir à cet endroit-là, et un ruisseau qui passait. Et sous le petit champignon, en fait, vous avez ce qu'on appelle une maison écorchée. Ils font de l'archéologie du bâti. Ils ont enlevé le toit, enlevé une partie des murs extérieurs pour comprendre comment ça a été construit en voyant en fait les étapes de construction. Donc tout ça, c'est dans un rayon extrêmement petit. Donc dans le jeu, on a travaillé dans ces lieux. On a mis notamment des acteurs, des vrais acteurs physiquement. On a mis des projections. Donc là, vous voyez le petit fantôme bleu. Ce ne sont pas des hologrammes, ce sont juste des projections sur tulle. Je vais vous montrer un exemple. Peut-être. Ah, moi je l'ai sur mon écran et vous ne l'avez pas. C'est un peu dommage. La vidéo ne passe pas. Il y a une vidéo qui... Ouais, elle passe pas. Donc attendez, juste une seconde. C'est pas grave. Je l'ai à part. Là, vous l'avez? Yes. L'importance du backup. Donc là, on est dans les cryptes de la basilique de Saint-Denis. Donc les cryptes archéologiques vont jusqu'au 7e siècle, mais probablement elles sont plus anciennes, mais on n'a pas fouillé au-delà. Et on avait mis dedans des fantômes. Donc qui sont des projections, vous voyez, sur tulle. Ça a un super effet quand on est un petit peu loin. Et c'est vraiment très très bon marché comme type de projection, s'il y en a qui ont envie d'essayer. Ça marche plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, reprenons. On avait fait des vidéos qu'on avait mis en ligne sur Dailymotion, je vais en reparler un petit peu après. On avait des community managers qui étaient sur Twitter, mais qui aussi, on avait récupéré dans le cadre du jeu les numéros de téléphone des joueurs, et donc on leur envoyait des SMS, plus les acteurs les appelaient parfois. Et on avait évidemment un site web qui était un petit peu le hub de tout ça. Et alors, comment ça s'est passé? Donc, le jeu a commencé par un concert de rap. On n'avait pas dit qu'il y avait un jeu. On a fait un concert de rap d'un artiste qui s'appelle Canardo. Puis, il y avait des musiciens locaux de Saint-Denis qui jouaient avant, devant la basilique. Et en fait, il y a un moment, il y avait de la fumée, Canardo disparaît, et on a projeté encore une fois des fantômes avec Canardo dedans. Là-dessus, en fait, à la fin du concert, vous aviez une espèce de vidéo où on montrait le lien vers, une petite vidéo de ce personnage-là avec un site web qui, en gros, ramenait vers le site principal du projet. Et elle, c'était un peu le personnage principal, on la voyait jamais en vrai, on la voyait que sur Internet. Elle, en fait, elle disait qu'elle se faisait embêter par le fantôme de Dagobert et qu'elle avait besoin qu'on l'aide à résoudre le problème de fantôme de Saint-Denis. Alors, il y avait un certain nombre d'énigmes. Là, par exemple, c'est une des petites énigmes de début du jeu
Alors je ne vais pas détailler, il y avait un système de classe pour les personnages, etc. Mais en gros, une énigme comme ça. Donc là, on a un vitrail de la basilique de Saint-Denis. C'est un vrai vitrail, hein, le petit dragon, il est vraiment là-bas. Et on a juste rajouté dessus ce petit truc, thème, laine, véné. Si on remet dans l'ordre, ça voulait dire enlèvement. Il fallait que les joueurs écrivent le mot enlèvement sur le site web et ils gagnaient cette première quête. Du coup, il y avait tout un événement au musée dont on va reparler un peu après, où il y avait un personnage qui se faisait enlever, qu'on retrouvait. Donc les joueurs le retrouvaient pendant un premier week-end. Et ensuite, au milieu du jeu, on a fait un espèce de très gros événement qui était un concert dans la basilique de Saint-Denis qui avait été éteinte pour l'occasion et ouverte la nuit. Donc entièrement éteinte, les gens sont venus. On avait mis des chanteurs lyriques, là vous en voyez un ici, au niveau de l'orgue, mais aussi ce qu'on appelle dans le triforium, donc à 10 mètres du sol. Ils étaient donc au-dessus des gens, les gens étaient au centre, et il y avait des chanteurs lyriques, il y avait de l'orgue, il y avait des fantômes, et il y avait des acteurs. C'était un événement assez important du jeu. On a, du coup, à ce moment-là, les joueurs pouvaient rencontrer l'inspecteur, etc. Ils se rendaient compte pour le sceptre de Dagobert, le fameux Dagobert du début qui embêtait Léa, qu'ils avaient des indices pour le trouver à la basilique. Ils le récupéraient, mais ils se le faisaient piquer par un perso, enfin toute une histoire. Et ensuite, on revoyait à la fin Dagobert qui récupérait son sceptre, évidemment truqué. Voilà, et ça se terminait par encore un petit événement au musée pour faire partir les fantômes et une parade dans les rues de la ville avec des percussions caraïbes. Bon, ok. Alors, en termes de questions sur la ville, quels sont les enjeux? Le premier enjeu sur un ARG, l'intérêt de ce type de projet, c'est l'immersion. On veut vraiment faire quelque chose où les gens oublient que c'est un jeu. Alors, un ARG qui a eu beaucoup de succès en France, qui n'est pas forcément toujours qualifié d'ARG, mais qui l'est par son créateur, c'est In Memoriam d'Éric Viennot. Donc, c'était un peu le même principe. Et l'idée, c'est que des fois, on ne sait pas si c'est réel, si c'est de la fiction. Et c'est aussi pour les joueurs de se faire peur, à ne pas savoir si ce qu'on fait, ça fait partie d'un jeu ou pas. Alors justement, on parlait du cercle magique. L'ARG, il joue beaucoup sur le fait de flouter la limite du cercle. Ça, c'est très clair là-dessus. Dans le jeu, ça s'est traduit par beaucoup de choses. Enfin, c'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais il y a des joueurs qui nous ont témoigné qu'ils avaient été vachement inquiets de téléphoner à quelqu'un parce qu'ils se demandaient si c'était dans le jeu ou si c'était une vraie personne. Des choses comme ça par rapport au jeu. Mais, puis il y en a d'autres qui ont été très en colère d'être appelés par les acteurs aussi. Et qu'après, ça les a fait rentrer dans le jeu. Enfin, ça dépend. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Une fois qu'on a l'objectif, il y a un truc très important pour l'immersion, c'est que ce soit cohérent. Pour pas que les gens sortent, en fait, du jeu. Sortent du plaisir de la fiction. Et le problème de la cohérence, il est énorme parce que quand on travaille sur une vraie ville, c'est pas un parc d'attractions. Elle n'a pas spécialement envie d'être cohérente avec notre fiction, la ville. Elle n'a pas de raison d'être coopérative. Et donc, on a besoin d'alliés, en fait, pour faire ça. Et l'allié, évidemment, c'est la ville. Mais c'est la ville au sens large. Quand je dis ville, pour moi, je dis la ville, mais aussi tous les acteurs qui la composent. Donc, je vais le détailler un petit peu après. Clairement, je pense que là, ça devrait être clair pour tout le monde. Le jeu qu'on a fait, on l'a fait pour la ville de Saint-Denis. Mais on l'a fait aussi autour de la ville de Saint-Denis, autour de toutes les légendes qui s'entrecroisent à cet endroit-là, de toutes les histoires et d'un certain nombre de personnages aussi. Et donc la question c'est, est-ce que c'est un jeu avec Saint-Denis? Est-ce qu'on a joué avec la ville nous? Et on va revenir sur le nous. Et du coup, on est obligé de se poser la question, c'est quoi Saint-Denis en fait? C'est quoi cette ville? J'ai dit la ville, pour moi c'est la ville et les acteurs, mais exactement, précisément c'est quoi? Ça oblige finalement à redéfinir un petit peu quand on doit utiliser la ville en tant que créateur comme un terrain de jeu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui la compose? Qu'est-ce qui la fait vivre? Donc, on a pu travailler en fait avec de nombreux partenaires, notamment locaux, pas uniquement. Et ça a été franchement essentiel pour nous. Donc là, vous avez un petit aperçu. Il n'y a pas tout le monde ici. Là, c'est tous les gens qui nous ont donné des sous ou des petits objets pour le jeu. Donc c'était cool déjà. Mais plus précisément, donc ce que moi j'appelle les acteurs, c'est tous les gens qui se sont impliqués consciemment dans la création du projet. La première chose qu'on a eue, c'est des institutions politiques. Donc évidemment, on a eu la mairie de Saint-Denis.
La communauté d'agglomération pleine commune, alors pour ceux qui ne sont pas français, c'est peut-être pas évident ce que c'est qu'une communauté d'agglo, c'est un regroupement de communes et qui gère notamment quelque chose de très utile pour un jeu, à savoir la voirie, les autorisations de manifestation et la sécurité. Donc ça c'est assez utile, mais aussi des trucs comme le ramassage des poubelles, ce qui est aussi important, parce qu'il faut pouvoir se coordonner avec ce genre de questions. Alors après le département de Seine-Saint-Denis. Ensuite, les institutions culturelles, donc évidemment la basilique cathédrale de Saint-Denis, qui fait partie du Centre des monuments nationaux. C'est une institution très française qui a eu 100 ans en 2014 et qui regroupe les 100 plus grands monuments français avec le Panthéon, Notre-Dame, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, et donc notamment la basilique de Saint-Denis, le musée d'art et d'histoire dont on a parlé, la bibliothèque, mais aussi l'unité d'archéologie de Saint-Denis. Alors ça c'est une particularité de cette ville, elle a une unité d'archéologie à plein temps. Donc ils ont une grosse équipe d'archéologues parce qu'en fait à Saint-Denis, dès qu'on creuse, on fouille, puisque globalement toute la ville est un grand cimetière, et pas que. Du coup, ils ont quand même pas mal de matière, on va dire. Et l'Office du tourisme. Ensuite, on a les institutions éducatives. Donc moi, j'étais étudiante à l'époque à l'Université Paris 8 de Saint-Denis, et on a travaillé aussi avec les collèges. Les médias locaux, donc le JSD, c'est le journal de Saint-Denis. Alors vous allez me dire, un journal, ça n'a pas beaucoup d'impact. En fait, à Saint-Denis, il est distribué gratuitement à tout le monde. Donc il est assez lu, puisque tout le monde le trouve dans sa boîte aux lettres le matin, donc c'est pas mal. Et on a utilisé aussi des flyers. Et pas mal d'artistes. Donc en dehors des gens de l'équipe du projet en elle-même, on a eu pas mal de musiciens qui sont venus pour les différents concerts, avec des chanteurs aussi, évidemment. Et des commerces. Alors ça, c'était quelque chose qu'on nous a suggéré, qu'on n'avait pas forcément envisagé au départ. Donc des petites boutiques. Donc Argile et Vin, c'est une boutique qui vend du vin et de la poterie, comme son nom l'indique. La Bigoudaine, c'est une crêperie très célèbre à Saint-Denis. Franciade, c'est une boutique qui fait des ateliers, un petit peu de travaux pratiques médiévaux. Donc ils refont faire de la poterie ou de la broderie comme au Moyen-Âge. Et l'Arbre à jouer, qui est une boutique de jeux. Donc on a travaillé avec eux sur différentes étapes du projet. Donc la première chose, c'était l'idée du projet, comment c'est venu. Moi, j'avais déjà travaillé avec la basilique sur un projet de reconstitution archéologique qui n'avait rien à voir avec un jeu. Et l'administrateur adjoint de la basilique me disait, voilà, Edwige, écoute, on a 200 000 visiteurs par an, ce qui est quand même pas ridicule, mais on n'a personne entre 15 et 25 ans. Est-ce que tu as une idée ? Donc j'ai dit, bah ouais, on pourrait essayer de faire un jeu dans la basilique. Et j'en ai parlé de ce projet complètement au hasard à quelqu'un quand je présentais mon projet d'avant. Et il m'a dit, mais c'est quand même super débile de le faire que sur la basilique, alors que Saint-Denis, il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant sur toute la ville. Et en fait, c'était l'élu à la culture de Saint-Denis. Donc, alors lui, c'est Serge Chantos, l'administrateur adjoint de la basilique, sur le toit de la basilique. Et ça, c'est Pierre Quétévenon, donc le maire adjoint à la culture de Saint-Denis, qui ont été vraiment autant moteurs presque que moi. Alors, c'est un projet que j'ai fait avec Carline Groupière, on était 2 doctorantes, sur ce projet. Voilà. Donc, étape suivante, le montage technique et financier. J'ai été un peu vite. Ça a l'air bête, mais c'est la base. C'est un projet de recherche, c'est un projet de création. Si on ne s'occupe pas de la finance et de la technique, c'est un problème. Mais alors là, quand vous travaillez en plus sur la ville, il y a des aspects de sécurité et de droit qui sont vraiment très forts. Il ne faut pas du tout les ignorer, faire comme si on était juste en train de faire un tableau sur un mur, c'est pas possible. C'est vraiment... Et encore, je trouve qu'on a été extrêmement léger là-dessus. Mais on a été super bien aidés par des gens très expérimentés comme Monsieur Monod, qui était administrateur de la basilique de Saint-Denis à l'époque, qui a administré une vingtaine de monuments en France. Donc, qui nous a bien aidés, mais aussi les gens de pleine commune du département. On a beaucoup travaillé avec les services même de police, de sécurité, les médiateurs de nuit. Et on a aussi travaillé sur les questions techniques. Là, par exemple, on avait travaillé à la mairie de Saint-Denis avec, vous voyez, un grand nombre d'acteurs. On essayait de travailler avec tout le monde, des gens qui s'occupaient de l'audiovisuel, de la presse, etc., pour mettre en place le projet. Ensuite, si on continue, il y a tout ce qui est conception-réalisation. Donc, évidemment, on a travaillé en priorité, non pas là avec plutôt les techniciens, mais avec les gens de la culture. Donc là, c'était Serge Chantos de la Basilique et Anna Gomez-Guidron de l'unité d'archéologie de Saint-Denis. On a beaucoup bossé avec eux très en amont là-dessus. Et puis eux, ils nous ont donné beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on croit connaître une ville, mais tant qu'on ne gratte pas, eh ben, on ne connaît rien. Et donc là, on a été voir, vous voyez la flèche dont je vous parlais au début qui a disparu parce qu'elle s'est pris la foudre. En fait, il y en a une partie qui est dans les réserves, derrière la basilique, qui est évidemment cachée du public. Et il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça quand on est game designer pour s'en servir pour faire des énigmes. C'est essentiel, mais ça implique qu'ils nous fassent confiance parce que là, on va dans des endroits qui ne sont pas ouverts au public.
Au-delà du fait que ça leur demande beaucoup de temps de nous aider sur ce genre de problématiques. Et, alors, encore une fois, je n'ai pas de vidéo, mais c'est pas grave, je l'ai ici. Alors, elle est où? On a poussé le vice jusqu'à embaucher un des vrais guides de la basilique comme acteur pour le jeu. Parce qu'on s'est dit que c'était cool pour aider au fait qu'on croit, qu'on sache pas trop si c'est vrai ou pas. Donc, là, je vous montre le film réel qu'on a fait avec Océane. Donc, Océane, c'est vraiment un des guides de la basilique de Saint-Denis. Là, on est au musée d'art et d'histoire. On a fait un petit film tout basique. Hein. C'était quand même un projet qu'on a fait avec pas beaucoup de moyens. Hein. Donc, c'est pas forcément des vrais acteurs. Le bon côté, par contre, c'est que les gens de la ville les connaissent déjà, en fait. Bon, alors comme ça, c'est pas très convaincant. Je vous la mets avec le trucage. Bon, c'est pas forcément si convaincant que ça non plus. Là, on était dans la partie du jeu où les joueurs avaient déjà un peu compris que c'était un jeu, on espérait. Alors, où est-ce qu'il est passé? Forcément, si j'avais su, je l'aurais pas trié comme ça. Alors, c'est toi, la protectrice du secret. Bon, c'était un peu débile, mais ça marchait bien. Voilà. Là, si on n'avait pas compris que c'était un jeu, je pense que c'était un peu dommage pour la suite. Ensuite, si on continue, c'était important quand même qu'à un moment donné, les gens comprennent que c'était un jeu et on a même eu, après coup, s'est rendu compte que c'était trop tard, en fait. On aurait dû l'annoncer bien avant. Mais bon, ça fait partie des résultats du projet. Et ça ne marche toujours pas. Donc, sur la partie live du jeu, on a fait notamment, je vous ai parlé des concerts du début. Donc là, les acteurs de la ville étaient hyper impliqués parce que réaliser un concert de rap avec en plus une explosion avec de la fumée, j'aime mieux vous dire que c'était un peu technique. Et puis pas vraiment qu'un petit peu, quoi. C'était un petit peu douloureux au niveau gestion. Et puis nous, on n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'organisation des concerts. Ma collègue ne l'était pas non plus. Bon, on a fait avec, quoi. Alors, si je retrouve la vidéo, ce serait super. Mais forcément, je ne sais plus laquelle c'est. Je suis désolée, comme les vidéos ne veulent pas marcher, c'est un peu dommage. Ah, voilà. Le premier événement du jeu, prévu pour faire venir des jeunes participants au projet, est un concert de Canardo organisé au pied de la basilique. Samedi, quand je vais dire ça, vous allez dire Denis. Ça fait ça? Ça? Ok. Est-ce que Samedi, vous êtes là ce soir ou pas? En première partie, des jeunes talents de la ville. Puis Canardo entre en scène. Public pour Canardo! Tout la sava! Oh, tout le monde fait! Oh, tout le monde fait! Tout le monde fait! Tout le monde fait! Ok. Alors, l'histoire des vidéos, ça peut perdre un petit peu de temps, donc on va accélérer un petit peu. Donc, on avait des concerts comme ça. On avait aussi, donc ça faisait vraiment participer les médiateurs, des vigiles, la police évidemment, tout ce qui était les services de voirie. Et là, par exemple, on avait fait participer aussi les commerçants directement dans le jeu. Donc là, vous voyez un petit extrait d'article qu'on avait dans le JSD. En fait, le journal de Saint-Denis paraît toutes les semaines. On avait 2 ou 3 articles par semaine. Et en fait, ils ne précisent pas que c'est un jeu, que c'est un faux truc. Donc, je vous le lis. Fantomatique, encore un événement bizarre autour de la basilique, lundi 16 avril, alors qu'elle rentrait chez elle en soirée, Corinne Hubert, gérante du café La Bigoudaine, a entendu du bruit venant du square Pierre de Montreuil. Ne voyant rien, elle se dirigeait chez elle lorsqu'elle a perdu connaissance. Elle s'est réveillée indemne, mais sans aucun souvenir, avec une curieuse mélodie dans la tête. Déboussolée, elle s'est adressée au site ghostinvaders.fr.
Et alors, c'est un peu bizarre quand même ce truc. Les gens sont allés la voir, donc des gens qui n'avaient rien à voir avec le jeu, pas du tout des joueurs, pour lui demander si elle allait bien. Donc ça a marché aussi pour faire intervenir les gens sur se poser des questions parce qu'en fait, ils se connaissent. Ça vous paraît peut-être bizarre parce que là, on parle d'une énorme ville. Saint-Denis, c'est vraiment une très grosse ville de l'agglomération. Je sais pas, je crois que c'est 200 000 habitants, quelque chose comme ça. Et où quand même, les gens vont se connaître par leur nom. Et ça, c'est assez spécifique. On ne peut pas faire ça n'importe où. Hein. Mais ça marchait plutôt pas mal. Là, encore une fois, j'ai une vidéo que je vais vous passer. Donc, on a aussi eu des gens du musée d'art et d'histoire qui ont participé en tant qu'acteurs dans le jeu. Certains, vraiment au pied levé, dans les histoires, ça a assez bien marché. Donc après, sur la remise des prix, je ne vais pas forcément insister trop, mais là, tous les acteurs qui ont participé, en fait, sont venus remettre les prix aux joueurs, et c'était assez chouette pour eux, je crois, de pouvoir, en fait, concrétiser le truc et de montrer leur réelle implication, puisque sinon, ils faisaient comme s'ils n'étaient pas au courant. Par exemple, elle, en fait, Corinne, quand les joueurs allaient la voir, elle avait une énigme à leur remettre. Donc, Corinne Hubert, c'est celle qui a le petit vaisseau rose. Ici, c'était elle qui s'est fait enlever dans le journal et qui, du coup, pouvait rencontrer les joueurs dans un autre contexte. Voilà. Ensuite, on a tous les acteurs qui ont eu un impact sans être consciemment impliqués. Alors là, franchement, les passants, les visiteurs, les joueurs, les habitants, on ne les a pas impliqués dans la conception du jeu. Et pour autant, ils se sont retrouvés à beaucoup participer, évidemment. Donc, comme d'habitude, vous n'avez pas l'image qui est bien dommage. Là, c'est des trucs bêtes. Par exemple, même sur les gens ont été impliqués même sur des choses qui n'ont pas abouti dans le projet, même sur la création du jeu. Là, c'était un test de soulever nos tuiles par des ballons d'hélium. C'était à la fac. Je vous laisse imaginer que c'est toujours un peu bizarre de voir des ballons d'hélium. Et ça a duré assez longtemps, puisqu'en fait, une fois qu'on ne les avait pas utilisés, les ballons d'hélium, on ne les a pas percés, on les a laissés se balader un peu partout. Ça a été assez drôle. Alors par contre, on avait prévenu l'aviation civile avec nos ballons. Parce que s'il y en avait un qui lâchait, on est à Saint-Denis. Hein. On s'inquiète toujours. Voilà. Et donc, de la même façon, je vais vous montrer un petit peu le concert de Percussion Caraïbes. Vous allez voir qu'il y avait des gens qui n'étaient pas des joueurs, qui en fait en ont profité quand même pas mal. Alors, voyons voir ça. Donc ça, c'était le concert de milieu, celui que je vous disais, où on a éteint un petit peu la lumière. Enfin, où c'était éteint de base. On ne l'a pas allumé, on a éclairé juste les vitraux depuis l'extérieur. Il y avait des énigmes, notamment, celle-là était en braille. Ça, c'est ouais, c'est oui, mais alors je sais plus comment il est. Ça, c'est R. Ouais, c'est ça. Donc c'est contre. Bon, les joueurs étaient acharnés. Hein. On en a qui ont joué jusqu'à 8 heures par jour. L'énigme en braille, ça leur a pris une demi-heure. Remarque que seule Claire n'est pas présente. C'est un extrait du making-of du jeu qui est trouvable sur Internet. Pour vous donner une idée de l'ambiance, alors ce qui est assez intéressant en fait, c'est qu'à Saint-Denis, donc à la fois c'est une ville, on pourrait dire que d'un point de vue sécuritaire, c'est un peu spécial, mais à la fois c'est vraiment ouvert, ce qui fait que vous ouvrez les portes de la basilique ou vous mettez un concert sur la place, vous n'avez pas besoin de faire de la pub, les gens ils viennent. Donc, il y a plein de gens qui n'étaient absolument pas des joueurs qui sont venus, qui n'avaient même pas entendu parler du concert. Hein. Juste, c'était ouvert. Donc ça, c'est sûr que c'est assez pratique. Et alors, le concert de fin, ce qui est intéressant, je pense, le plus, c'est de regarder les gens autour, en fait. Alors, il pleuvait un petit peu. C'est un groupe qui s'appelle Timas Panam, qui est pas mal actif en Seine-Saint-Denis. Et donc, il y a les gens aux fenêtres, ils n'ont rien à voir avec le jeu, ils participent d'une certaine façon sans être actifs, mais ils en profitent aussi. Voilà, merci à tous les gens qui nous ont soutenus et donc ça, c'est Carline. À tous les gens qui ont bossé avec nous, qui ont bossé pour nous, qui nous ont aidés. Voilà.
Voilà. Alors, dans les acteurs qui sont intéressants de mentionner, au-delà donc de tout ça, c'est aussi tout ce qui est histoire et légende, parce que ce n'est pas des acteurs au sens actif, physique, mais qui ont été hyper importants pour nous, et c'est un peu à cause d'eux qu'on a fait le jeu. Il y a la question de l'architecture et de l'urbanisme qui est évidente, et puis il y a le climat. Alors ça, on l'oublie toujours quand on fait un jeu en extérieur. Là, le mois d'avril 2012, je n'oublierai jamais de toute ma vie, il a plu tous les jours. Tous les jours. Et c'était un véritable cauchemar pour faire un jeu en extérieur. Et ça fait partie des contraintes qu'on oublie un peu quand on est un jeune créateur, sans doute, mais qui font partie de la ville. En fait, envisager une ville et un jeu dans une ville sans prendre en compte son climat, c'est vraiment une grande erreur d'amateur qu'on avait fait à ce moment-là. Bon, après, envisager qu'il allait pleuvoir tous les jours, c'est un petit peu extrême, mais quand même, c'était un peu une bêtise. Enfin, en tout cas, c'est ça. Alors, juste rapidement, si je peux... Ça, c'est une partie des petits résultats qu'on a eu. On a fait une enquête utilisateur après. Je ne vais pas dans le détail là-dessus, puisque ça, je l'avais fait au dernier run. On a des joueurs qui nous ont raconté qu'ils sont venus, certains, du 77 tous les jours pendant 2 semaines, qui sont venus alors qu'ils ne connaissaient Saint-Denis que pour les mauvais côtés et qu'ils ont trouvé ça vraiment cool. Bon, évidemment qu'ils ont appris par cœur l'arbre généalogique des Mérovingiens, ça c'était pas prévu. Hein. Voilà, on a eu un certain nombre de témoignages. Disons qu'on n'a pas eu énormément de joueurs, c'était un peu la déception du jeu, mais qualitativement, ceux qui ont joué beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'ils allaient jouer, se sont plus investis. Là où ça peut être aussi intéressant de réfléchir, c'est pas seulement l'impact de ce type de jeu pour les joueurs, mais aussi pour les acteurs, c'est-à-dire pour ceux qui ont participé à la création du jeu. Quand on fait un jeu comme ça, vous avez vu, on fait intervenir plein de gens, des institutions culturelles, des élus, etc., qui n'ont jamais l'occasion de jouer avec leur ville. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'administratifs qui ont l'occasion de faire des jeux sur leur ville, et ben en fait non. Et pour eux, c'était quelque chose de franchement nouveau, et ils nous ont à mort soutenus, je pense que parce que l'idée leur plaisait. Et ça a permis de discuter de choses des fois franchement compliquées, franchement difficiles, dont on ne parle pas. Parce que c'est politiquement incorrect, parce que c'est sensible à Saint-Denis. Mais dans le cadre du jeu et du fantastique, ben, ça passe. On peut parler d'immigration hyper facilement, c'était pas du tout un problème. Mais aussi, ça permet de sentir des sensibilités, des choses qui, elles, sont limites, de voir à quel endroit on s'arrête. Et il y a des choses qui ont été dures aussi pour l'équipe, parce que moi j'ai fait toutes mes études à Saint-Denis, hein, j'ai fait 9 ans là-bas, donc je connaissais assez bien la ville, je pensais bien la connaître. Et il y a des trucs dont on ne parle pas. Il y a des trucs qui sont vraiment horribles. Par exemple, la réunion que je vous ai montrée à la mairie, où on était tous autour de la table dans cette belle pièce, on a dû sortir parce qu'il y avait une alarme à incendie. Sur le moment, on a trouvé ça marrant, on passe dans l'autre mairie, par un petit canal, tout ça. Puis le lendemain, on a appris que l'incendie, c'était quelqu'un qui s'était immolé par le feu dans l'entrée. Et que c'était la 3e fois de l'année que ça arrivait, que c'était souvent le cas, et que vous n'en entendrez jamais parler nulle part. Et ça fait partie de ces vies un peu compliquées, et en même temps, très bizarrement, les gens sont hyper solidaires, se connaissent, très bizarrement ou pas d'ailleurs. Et c'est des villes incroyables où vous avez une université de 25 000 étudiants, beaucoup d'illettrisme, où vous avez l'école de la Légion d'honneur, qui est l'endroit où toutes les filles des élites de la République vont, donc notamment les enfants de Bolloré, de Bouygues et compagnie. Et à côté de ça, vous avez des gens extrêmement modestes, dans des situations très très difficiles. Et dans le cadre de ce projet, du coup, on a gratté, en fait. Et on a gratté, mais pour les acteurs, c'était quelque chose de... Pas comme une psychothérapie collective, mais presque. Voilà. Dans une certaine façon, le fait de créer le jeu réalité alternée, au-delà même du résultat du jeu en lui-même, ça force à re-regarder la ville, à tisser des liens, à revoir l'espace de jeu. Et comme c'est un espace de jeu, c'est un espace qui devient sécurisant même pour ceux qui normalement ne l'envisagent que sur ces aspects dangereux. Puisque les policiers de la ville, ils ne voient pas ça comme un espace qui pourrait être un espace de jeu, ils voient ça que comme un espace qui craint. Et là, leur dire on va faire un jeu à l'intérieur, ça change vraiment la perspective aussi qu'eux, ils ont de leur ville. Et donc là, j'ai cité un petit peu Kaiwa, je pense que vous connaissez tous, Des jeux et des hommes, enfin je suppose, qui est un des livres aussi essentiels sur les jeux en France.
qui dit que d'un mot, le jeu repose sans doute sur le plaisir de vaincre l'obstacle, mais un obstacle arbitraire, presque fictif, fait à la mesure du joueur et accepté par lui. La réalité n'a pas de délicatesse. C'est sûr, la réalité, c'est pas extrêmement délicat, en particulier quand on est à Saint-Denis, mais d'une certaine façon, c'est aussi le jeu qui peut rendre la réalité délicate, en tout cas il me semble. Et parce qu'en créant un jeu, les acteurs, de mon point de vue, donc pas seulement les créateurs, les game designers, mais aussi les élus, les policiers, les commerçants, ils jouent aussi avec leur ville. Voilà. Alors, j'en avais parlé la dernière fois, je vais revenir rapidement là-dessus. Ce jeu, il a été fait, que vous avez compris, pour Saint-Denis. Ça a été écrit spécifiquement pour la ville. Et la dernière fois, j'avais conclu que c'était un problème, parce qu'évidemment, on ne peut pas prendre le jeu, reprendre l'histoire, le scénario, le game design et le mettre ailleurs, en améliorant. C'est juste pas possible. Et donc, commercialement, c'est regrettable, hein, on ne peut pas en faire un modèle, on le vend et tout ça. Mais en fait, c'est aussi ça la beauté de la chose. C'est un petit peu comme une performance, en quelque sorte. C'est une œuvre éphémère. Voilà. Et artistiquement, moi, je trouve ça très intéressant que ce soit une fois. Et le jeu, il est terminé, mais l'expérience qu'on en a vécue, pour les gens qui ont participé à la création comme au jeu, elle reste valable. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que la ville tient le premier rôle. Et pas seulement la ville physique, la ville architecturale, urbaine, mais aussi les acteurs. Et les commerçants, je pense que c'est pas tous les jours qu'on leur demande de jouer. Et bizarrement, ils sont hyper motivés. Ça, c'était pas un truc qu'on attendait, c'était plutôt cool. Donc, si vous voulez aller plus loin, j'ai plusieurs publications là-dessus, donc qui sont sur mon site. Et voilà, merci.